Alors Arthur Dreyfus, pardon, je vais vous présenter en quelques mots. Donc vous venez de dépasser la trentaine, vous avez déjà à votre actif 4 romans, plus un essai notamment sur le bonheur. Le premier roman s'appelait La vengeance du camphre. La synthèse. La synthèse du camphre, vous voyez, je ne sais pas pourquoi ça me faisait penser à... Voilà, La synthèse du camphre qui a été publiée donc en 2010. Ensuite, vous avez écrit Belle famille, où vous auriez pu être l'un des invités quand le fait divers devient roman, qui était une des thématiques de ce matin, puisque ça s'appuyait sur l'histoire de la disparition de la petite Anglaise Madeleine McCann, hein, alors que ses parents étaient allés dîner dans un restaurant, je ne sais plus si c'est aux Canaries ou aux Canaries ou... Non, au Portugal. Au Portugal, voilà, c'est ça. Au Portugal. Vous avez fait ensuite un troisième roman qui s'appelait Histoire de ma sexualité. Est-ce qu'il correspondait en fait, ou en tout cas est-ce qu'il était en regard avec le livre que vous avez fait avec Dominique Fernandez, La correspondance indiscrète que vous avez eue avec Dominique Fernandez? D'une certaine manière. Oui. Et le livre qui rend heureux, effectivement, qui était en tous les cas, qui était en résonance avec l'émission que vous animiez sur France Inter à l'époque, hein, c'était en 2011. Et enfin, donc, Ce sang Véronique, qui aborde vraiment un sujet extrêmement quotidien, presque, on pourrait dire quotidien encore, avec la fermeture de l'aéroport d'Orly hier toute la journée pour une affaire en tous les cas un peu obscure encore, donc on ne tirera pas de conclusion. Ce livre, donc, c'est votre manière de mettre des mots sur ce phénomène, en tout cas ces douloureux attentats que la France a connus et puis que l'Europe a connus tous ces derniers temps. C'était l'envie de mettre des mots justement sur l'envie de raconter à votre façon, ou l'envie, non pas de raconter, mais d'empoigner ce problème pour donner votre point de vue à vous? Ou comment est né ce livre, en gros, quoi? En fait, ce livre est né lors d'un voyage en métro, c'est le début du roman. J'avais travaillé pendant 1 an sur un autre sujet, et en fait, je me rendais compte que je n'arrivais pas à écrire ce sur quoi je voulais travailler. Souvent, quand on demande souvent aux écrivains comment vous est venue l'idée d'un livre, une chose est sûre, c'est qu'on a toujours 2 ou 3 livres de réserve, j'allais dire, en tout cas 2 ou 3 livres qu'on a envie d'écrire par la suite. Évidemment, ils ne sont pas écrits, mais on voit un peu ce qu'on a, une histoire, un personnage. Et puis en général, chose étrange, il y a comme dans les sprints, au dernier moment avant de passer la ligne d'arrivée, il y a on dit quoi, celui sur lequel on ne comptait pas, ouais, c'est quoi le mot, poursuivant, un sprint, un outsider, voilà, un outsider, voilà, c'est ça, oui. Il y a un sujet à outsider qui arrive, qui dépasse tous les autres, et c'est celui qu'on se met à écrire. En fait, il y a quelque chose d'un peu dur dans le protocole de la création, et c'est quelque chose qui concerne aussi les peintres. Je me souviens que Delacroix, dans son journal, a parlé de ça, qui expliquait que, disons, il y a une forme, j'allais dire de magie, mais en tout cas de très grand désir quand une idée arrive et qu'on a envie de s'y adonner tout de suite. Voilà, on a une histoire dans la tête, on aurait envie le lendemain ou même le soir même de se mettre à son bureau et de commencer à l'écrire. Mais en général, ce genre d'idée arrive quand on est au milieu d'un autre livre ou quand on est engagé déjà dans un autre travail. Donc toute la question, c'est de savoir si cette idée ne vient pas exprès pour nous divertir de notre travail déjà engagé, ou alors si elle est pure et sincère. D'autre part, il y a quelque chose d'un peu triste à se dire que lorsque l'idée est toute fraîche et qu'on a envie de se jeter dedans, on ne le peut jamais. Parce que c'est très rare que l'idée arrive au bon moment. Donc on va la mettre dans un bocal en espérant qu'elle se conserve avec toutes ses vitamines jusqu'au moment où on va enfin pouvoir ouvrir le bocal et se mettre à s'en occuper. Et donc, quand on écrit un livre, on s'en rend pas forcément compte, mais 2, 3, 4, on comprend que c'est toujours une difficulté à gérer, celle du désir et de l'inspiration qui vient en fait jamais parfaitement au bon moment. Et de la possibilité aussi. Et de la possibilité. Temps pour l'écrire. Et puis on aura pu constater dans le
disons dans le monde amoureux, je pense que ça, pour ceux qui n'écrivent pas de livres, que c'est arrivé souvent dans la vie que ce soit possible au mauvais moment et puis que quand le moment se présente, ce soit plus le bon moment. Donc je pense que c'est un peu une histoire d'amour de toute manière entre l'auteur et son inspiration. Voilà, il y a un rapport de séduction et voilà. Donc pour revenir à mon roman, j'ai essayé de travailler depuis, mais alors là c'est un cas de figure un peu différent, j'ai essayé de travailler depuis 1 an sur l'enfance d'un tueur en série français, voilà, qui s'appelle Michel Fourniret, je pense que vous savez qui c'est. Et parce que moi j'étais toujours été fasciné par le thème, on pourrait dire, des origines du mal, de comprendre comment des hommes ou des femmes qui sont constitués de la même chair que nous, du même cerveau, de la même âme, arrivent à commettre des faits qui nous semblent inimaginables. Et donc, en fait, je m'étais beaucoup renseigné sur cette enfance. J'avais énormément lu de choses. Et voilà, mon premier roman racontait l'histoire de la déportation de mon grand-père pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est toujours vivant, de la manière dont il avait survécu, puis retrouvé des années plus tard le jeune GI qui lui avait sauvé la vie dans des circonstances pittoresques. Et donc, voilà, c'était un roman contenu dans la vie, mais cette partie de l'histoire m'a toujours habité. Et en fait, j'avais été interpellé dans la biographie de ce tueur par le fait qu'il était né en 42 et qu'il était né à Sedan et qu'il a toujours, donc en zone occupée, et qu'il a toujours, sa mère était volage, elle était connue dans la ville pour ça, et elle était femme de ménage à la Kommandantur, et il a toujours pensé qu'il était peut-être le fils d'un officier nazi. Donc j'avais du planton. Ou du planton. Oui, mais j'avais envie de réfléchir comment, dans la tête d'un garçon, ce fantasme nazi avait pu l'amener peut-être à construire une personnalité délirante, dangereuse, etc. D'autre part, il y avait... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, voilà... Vous l'écrirez, ce sera peut-être votre prochain roman. Donc pas le prochain, mais peut-être dans quelques temps. En tout cas... Je racontais que j'avais fait tout mon travail de documentation et je parlais à un ami de ce projet, donc d'écrire l'enfance de Michel Fourniret. Et il m'a dit « Ah mais est-ce que tu vas le rencontrer ?» Et en fait, ça ne m'était pas venu à l'idée. Effectivement, il est en prison. Il fait partie des quelques personnes qui ont été frappées d'une peine de perpétuité incompressible, comme on dit, puisqu'il n'y a pas de perpétuité réelle dans le droit français, sauf pour certaines personnes, 4 ou 5 actuellement, considérées comme particulièrement dangereuses. Et donc, je me disais, oui, j'ai 2 possibilités. Soit je peux aller à la prison de Charleville-Mézières, demander une entrevue, ou alors au moins lui écrire, etc. Et en fait, ça m'a complètement bloqué. Parce que je n'avais pas envie que ma vie, d'une certaine manière, soit liée à sa vie. Ou soit parasitée. Alors d'abord, il y avait l'aspect un peu paranoïaque où je me disais, ça se trouve, comme il est fou... ça va déteindre. Il va contacter quelqu'un dans la prison qui connaît quelqu'un en dehors de la prison et qui va venir me régler mon compte. Bon. Et deuxième chose, je sais pas, j'avais pas envie que finalement, en tout cas, je me sentais pas prêt à ce que cet homme puisse penser à moi, connaître mon existence et qu'il prenne la plume pour m'écrire à moi personnellement. Peut-être que c'était de la lâcheté, mais en tout cas, je me retrouvais dans une sorte de no man's land, puisque je n'arrivais plus à écrire le livre sans lui écrire et je n'arrivais pas non plus à me mettre à lui écrire. Donc j'étais assez dépité ce jour-là, puisque j'avais travaillé presque 1 an sur cette documentation un peu, pourrait-on dire... glauque. Glauque, oui. Même si une partie du glauque expliquait aussi mon désir de raconter cette histoire. Et donc je me suis assis dans le métro et on était quelques mois, 6 mois à peu près, après l'attentat de Charlie Hebdo. Et je me suis assis dans le métro et là j'ai vu, mais vraiment concrètement, les 2 personnages de mon roman s'asseoir en face de moi. Vous savez, parfois on peut faire des jeux, essayer de deviner quel prénom portent les gens. Pour moi, c'était, évidemment, c'est peut-être pas le cas, mais pour moi, c'était Bernard et Véronique. Bernard et Véronique, donc un couple d'aspect plutôt populaire, d'une 60aine d'années,
avec un homme qui avait un côté plutôt rustique. J'ai imaginé tout de suite qu'il pouvait être un peu plombier. À ce moment-là, d'ailleurs, j'écoutais beaucoup la chanson de Brassens qui s'appelle Le Modeste. Je ne sais pas si vous la connaissez. Les pays, c'est pas ça qui manque. On vient tout le monde à Salamanque, à Paris, Bordeaux, Lille, Brest. Lui, la nativité, le prix du côté des Saintes Maries, c'est un modeste. Ça commence comme ça. Et c'est le portrait d'un homme modeste. Et j'ai tout de suite pensé que cet homme pouvait être Bernard. Et en face, il y avait son épouse, qui était une femme discrète, délicate. On sentait que ces deux personnes n'étaient pas issues d'un milieu bourgeois ou particulièrement cultivé, mais qu'ils avaient une personnalité très sensible. Et puis surtout, ils se dégageaient de leur couple, dans ce moment-là, qui a duré 5 minutes, un amour profond et qui m'a paru sincère. Voilà, alors ça m'a touché. Il y avait quelque chose de presque adolescent dans ce couple qui avait pourtant une 60aine d'années. Et tout s'est construit dans ma tête parce que finalement j'avais besoin à ce moment-là aussi de comprendre, d'essayer de prendre du recul sur les attentats qui avaient eu lieu. Et je me suis dit, cet homme qui a l'air si solide, qui doit peser 2 fois le poids de son épouse, qui a des gros bras comme ça et qui n'ose pas tellement montrer son affection en public. Oui. Alors, on croit toujours que les hommes sont plus forts, mais en fait, dans la réalité, les femmes sont souvent plus solides face aux épreuves. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si cet homme perdait son épouse dans la circonstance la plus impensable, surréaliste, douloureuse, inimaginable, qui serait celle d'un attentat, donc ce qu'on appelle la violence gratuite, qui est de tuer des gens parce qu'ils ont commis le crime d'être en vie, d'être là. Voilà, donc le soir même, pour le coup, j'ai commencé à écrire cette histoire. Et je me suis rendu compte a posteriori, en fait, en parlant du livre, que peut-être c'était une manière de traiter différemment mon premier sujet de livre, qui était les origines du mal, qui était de réfléchir à cette altérité du mal, voilà, et à essayer de la mettre en perspective. Et à ce moment-là, donc, vous créez effectivement, vous aviez 2 personnages qui vous tombaient sous les yeux, en quelque sorte, Bernard et Véronique. Véronique, vous imaginez qu'elle est enfin que son mari l'accompagne à l'aéroport parce qu'elle vient de prendre sa retraite et que ses collègues sont au travail. Elle est caissière dans un Intermarché, donc d'une petite ville de la banlieue parisienne où ils vivent. On lui a offert un séjour en Tunisie pendant 1 semaine dans un hôtel, tout compris, au bord de la plage, avec des amis. Donc, il l'accompagne à l'aéroport. Et puis, arrivée à l'hôtel, elle va être victime d'un attentat qui est arrivé. Même si les Français n'ont pas été concernés dans cet attentat, ça s'est passé à Sousse, où un jeune djihadiste donc, est venu par l'océan, par la mer Méditerranée plus exactement, et est descendu du Zodiac, ou en tous les cas du petit bateau, et a tué tout le monde qui lui passait sous les yeux, sur la plage, au bord de la piscine, et puis ensuite dans l'hôtel. Et donc Véronique est la victime de ce jeune homme à qui après vous donnez aussi, dont vous racontez, dont vous nous dessinez l'histoire, les circonstances, son enfance. Et dans tout ce livre, il y a une recherche, c'est pas une recherche du mot précis, mais c'est une recherche de la vie au plus profond, quoi. Parce que dans la plupart des livres, les écrivains ils disent j'essaye d'aller jusqu'à l'os pour épuiser leur sujet ou épuiser leur personnage. Et là, en fait, vous n'allez pas jusqu'à l'os. Au contraire, vous restez dans la chair en prenant l'épiderme, puis le derme, avec les bourrelets, avec les rides, avec tout ça. Et c'est tous ces mots-là voilà, toutes ces sensations-là, tous ces ressentis, toutes ces descriptions qui constituent votre récit, vraiment, des fois presque jusqu'à la nausée, non ? Vous ressentiez ça comment quand vous l'écriviez ? Est-ce que vous auriez pu aller encore plus loin que ce que vous avez, que ce que vous nous racontez ? Enfin, j'aime pas le mot raconter parce qu'en l'occurrence, c'est pas le terme qui convient. C'est ce que vous nous montrez, ce que vous nous faites ressentir. Si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs types de livres. Il y a des livres qui sont des récits et il y a des livres qui sont plutôt des peintures. Bon, moi, j'imagine que ce roman ressortit plutôt à la 2e catégorie
et même, alors je suis pas synesthète, je vois pas les nombres pour moi ne sont pas colorés, mais en tout cas, je pourrais imaginer une sorte de couleur pour ce roman qui serait peut-être dans les bleus sombres, mais un peu dans les couleurs de Turner ou de Monet quand il peint la Tamise, dans des bleus mauves, comme ça, un mélange de fragilité et aussi de mélancolie. En tout cas, pour moi, ça se situe dans ce spectre-là. Euh, c'est un livre sur le deuil. C'est un livre sur un homme qui se croyait solide et qui se rend compte d'abord à quel point il aimait son épouse, à quel point elle occupait une place importante dans sa vie et à quel point euh, il se trouve handicapé sans elle. Mais handicapé, euh, euh, même jusqu'au point de ne plus pouvoir vivre. Et d'ailleurs, Bernard va petit à petit se dissoudre, s'évaporer, s'échapper de sa propre vie parce qu'il se rend compte que sans Véronique, il n'existe plus. Alors, ce livre pose aussi une question qui est celui de celle de l'absence de religion, parce qu'on se trouve finalement face à deux personnages qui ont quelque part raté leur rapport au sacré et à la mystique. Il y a le personnage du terroriste, Seyfeddin, qui lui l'a transformé en quelque chose de malade, de toxique, qui est tombé dans le fondamentalisme et qui a transformé ce rapport au ciel, ce rapport voilà, à la divinité, en violence et en absurdité. Mais de l'autre côté, Bernard, qui a donc été élevé dans une culture plutôt catholique, mais qui est vraiment athée et qui n'a pas le soutien de la culture, parce que c'est pas un homme qui n'est pas bête, mais il n'a pas l'habitude de lire, il n'écoute pas spécialement de musique, il se trouve dans une sorte de vide théorique et de vide métaphysique, et quand il est confronté à la mort, il n'a ni la culture à laquelle se raccrocher, ni vraiment quelque chose de plus grand que lui, ni la religion, et là, il chute aussi. Donc, c'est pas finalement un livre qui milite pour une sorte d'athéisme militant, parce que c'est peut-être pas la solution totale. Je pense que les vrais athées sont beaucoup plus rares que ce qu'on croit. Et comme je le dis, on a tous quelque part notre petit mysticisme athée, ou alors ce que Freud appelle un sentiment océanique, c'est-à-dire un lien, quelque chose qui nous relierait peut-être dans le temps, à la vie, à la mort, à certains événements. On croit tous un tout petit peu au hasard. Croire un tout petit peu au hasard, c'est la même chose que croire en Dieu complètement, finalement. Donc on crée tous une narration de notre existence. Mais voilà, Bernard, ça ne lui suffit pas. Et la phrase qui est en épigraphe du livre, c'est une phrase d'un philosophe qui a un peu déterminé mon choix et que je trouve très belle. Donc c'est un philosophe qui a vécu jusqu'à 101 ans, il est mort il y a pas très longtemps. Il s'appelle Henri Maldinet, c'était un Français. Et donc il y a une citation de lui qui est devenue célèbre, je vais la dire, sous sa forme courte. Moi je l'ai découverte sous sa forme courte, donc je vais vous la dire, même s'il y a une forme un tout petit peu plus longue que je vais vous présenter ensuite. Donc la forme courte, c'est le réel, c'est ce qu'on n'attendait pas. Donc on peut y réfléchir comme on le souhaite, mais je trouve que c'est vraiment une belle formule. Et la formule plus enrichie, mais qui finalement prolonge cette idée, est le réel, c'est ce qu'on n'attendait pas et qui, sitôt paru, est depuis toujours déjà là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le réel, c'est ce qu'on n'attendait pas. On peut, pour essayer de comprendre cette phrase, la dire à l'envers. Ça veut dire, ce qu'on attendait, c'est la fiction. Donc, c'est l'opposé du réel. Et qu'est-ce que ça veut dire que ce qu'on attendait, c'est la fiction? Ça veut dire que, pour pouvoir vivre à peu près confortablement, pour pouvoir reproduire chaque jour une sorte de vie dans laquelle on ne se sente pas sans cesse en situation d'angoisse ou de fragilité, il faut pouvoir se projeter demain comme on a vécu aujourd'hui. Il faut pouvoir penser que la personne à qui on a parlé aujourd'hui sera encore là demain, et quand on l'imagine demain, quand on l'imagine aller déjeuner chez elle, quand on conçoit ce fait, on le fait naturellement, mais en réalité c'est déjà de la fiction. Parce que tout ce qui s'arrête à la seconde où on parle, tout ce qui suit, toutes nos projections appartiennent à la fiction. Donc le confort métaphysique qu'on a construit et que tous les hommes ont construit, qui est fait du monde qu'ils connaissent, est en réalité une fiction reproduite chaque jour. Et tout à coup, quand le téléphone sonne, à 17h27 en l'occurrence, un dimanche pour Bernard,
eh bien là, c'est pas la fiction qu'il appelle, c'est le réel. Et dans ces moments-là où vraiment la vie nous frappe d'une chose très inattendue, on a l'impression de retrouver ce sentiment tragique de la réalité. Donc de la réalité qu'on n'attendait pas. Donc c'est vraiment ce sentiment que j'ai essayé de transcrire dans ces pages. Et le mélange, puisqu'on parlait de la chair, le mélange du plus petit et du plus grand. Alors, on pourrait dire que vous donnez un ensemble de détails qui sont approfondis jusqu'à l'extrême. En fait, quelle est la fonction pour vous de justement chercher et donner à voir, à comprendre tout ce qui passe par la tête, la cuillère qu'il ramasse, la télécommande qui lui tombe des mains. Quelle fonction en fait vous donniez quand vous écriviez à ce surplus peut-être de détails, ou en tous les cas à la nécessité que vous aviez de décrire tout comme ça jusqu'à l'extrême? Eh bien, je pense, je crois qu'il y a des auteurs ici, la première peur qu'on a quand on écrit un roman ou quand on écrit un livre, en tout cas c'est celle que je ressens, c'est de se dire que les mots qu'on va écrire ne vont pas décoller du papier. Et parfois on voit ça, et d'ailleurs en tant que lecteur on peut le constater, on lit un livre et on a l'impression que les mots restent plats, que c'est une suite de mots qui a du sens, donc qui syntaxiquement est correcte, mais qui ne nous parle pas. Et d'ailleurs on se prend à penser à autre chose et on voit la phrase qui avance, on n'est pas... voilà. En arrière parce qu'on n'est pas alors que, bon, évidemment on essaye de faire au mieux, mais quand un livre qui nous absorbe, on oublie en fait qu'il est constitué de textes et de mots. Il y a une sorte de processus qui se met en route dans notre tête, on tourne les pages et puis on continue avec le livre et à un moment on se rend compte qu'on est en train de lire. Donc ça c'est ce que j'appelle des mots qui existent. Donc j'ai pas la prétention de ne faire que des mots qui existent, mais en tout cas c'est mon objectif. Et j'avais envie que Bernard et Véronique, mais surtout Bernard, puisque c'est lui qui survit, j'avais envie qu'on ait l'impression de le connaître. J'avais envie qu'il existe pour nous, qu'il soit présent. Jusque dans ses faiblesses. Voilà, et jusque dans ses faiblesses. Et notamment, pour que Véronique, on comprenne le deuil de Bernard, il fallait aussi qu'elle soit présente. Il fallait aussi qu'on sache qui c'est. Parce que si on tue un personnage, page 2, et qu'on n'a aucune idée de qui est cette personne, en fait, on a du mal à comprendre. D'abord, le personnage ne nous manque pas, et on a du mal finalement à comprendre pourquoi il manque aux autres. Ouais. Alors ça peut être un parti pris, et j'avais vraiment envie que le lecteur ressente le vide éprouvé par Bernard. Et donc le vide passe par l'accumulation. Et le vide passe par ce qu'on a tous connu en cas de deuil, tout ce qu'on a tous connu quand on se trouve dans une situation voilà, inattendue, d'effroi. C'est le plus petit détail de la vie qui continue de se poursuivre, mêlé au tragique de l'existence. Alors effectivement, c'est la télécommande de la télévision qui tombe, les piles qu'il faut remettre dedans, c'est le verre d'eau posé sur la table, c'est le calepin où on retrouve des mots écrits dessus, c'est des traces de la personne qui était là et qui n'est plus. C'est les voix fantomatiques qui résonnaient à un moment dans la maison et qui ne sont plus là. Et tout ça se mêle dans sa tête, et les phrases sont très longues dans ce livre pour cette raison, parce que je voulais qu'on absorbe ce flux de pensées et de chagrin de Bernard, et qui en même temps n'est pas qu'un flux mélancolique. Il y a cette fameuse phrase de Gide, qui est peut-être la plus célèbre et la plus banale de la littérature, qui dit « Le bonheur est sans histoire ». Il a peut-être raison. En tout cas, ce qui crée la narration, c'est souvent le malheur, plus que le bonheur. Le bonheur ne se vit pas. On n'a pas pour éprouver vraiment le bonheur, finalement, il ne faut pas en avoir conscience. Donc, ça se. Oui, j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Hein. Voilà, c'est ça. Et mais alors, mais j'avais quand même envie, moi, de décrire, de dépeindre ce que j'avais saisi de beau et de serein dans ce couple, réellement amoureux. Et la solution était peut-être d'enfermer ce bonheur dans un plus grand malheur. Donc le bonheur, c'est le couple de Bernard et Véronique, le malheur, c'est l'attentat. Mais à travers son deuil, Bernard retrouve beaucoup de moments de lumière, et ces moments de lumière sont racontés dans le récit. Donc tout se mêle en fait. Mais les moments de lumière, en fait, c'est des moments très quotidiens.
Hein, c'est pas des grands voyages. Moi, votre scène là où il raconte, enfin où il se raconte à lui-même comment il se parlait dans la cuisine, enfin plus exactement comment en fait le fonctionnement de leur couple passait autour de Véronique qui parle dans la cuisine. Lui, il dit rien. Elle pourrait croire qu'en fait, il l'écoute pas, mais c'est complètement imprégné dans lui, quoi. Oui, lui, ce qu'il adorait, Bernard, c'était être à la maison quand Véronique buvait une tisane avec ses copines, ne vraiment pas écouter les conversations, mais traîner dans les parages et entendre le bruit de ces voix de femmes qui parlaient et qui incarnaient une forme de vie et de joie de vivre pour lui. Et il se sentait chez lui, il se sentait bien à ce moment-là. C'est des moments comme ça qu'il retrouve. Finalement, je pense à quelque chose. Et une chose que j'ai comprise récemment sur le deuil et qui explique aussi le parcours de Bernard. La relation qu'on a avec les gens qu'on aime dans la vie est unique. Chaque personne a une relation avec nous qui lui appartient, qui nous appartient et qui n'est semblable à aucune autre. Il n'y a pas d'interaction identique. Les gens qu'on aime, on partage quelque chose d'unique avec eux. Que ce soit un ami, un père, une mère, une femme, un époux, compagnon, compagne, ce qu'on partage dans cette intimité-là n'est presque pas communicable. C'est abstrait et on aurait même du mal à le décrire. On peut raconter ce qu'on a fait ensemble, mais ce qui lie deux personnes, c'est là. Et en fait, dans la mort, c'est la même chose. Et il y a quelque chose d'incommunicable dans le deuil d'une personne qui nous était proche. On peut en parler, on peut essayer d'exprimer notre douleur ou notre difficulté à faire face à cette épreuve aux autres, mais l'intimité de ce qu'on ressent et du manque qui est dû à la spécificité de la relation qu'on avait dans la vie n'est pas communicable. Et donc il y a une forme de très grande solitude dans le deuil. Et même parfois chez des gens très proches qui avaient connu la même personne, ils sont tous les deux très seuls face à leur deuil, ils ressentent de douleurs qui sont, disons, comparables, mais très différentes au fond, parce que cette douleur est le fruit d'une relation qui était unique. Et voilà, et Bernard n'a pas la parole facile, donc il y a cette difficulté, plus le fait qu'en plus il n'exprime quasiment rien, qui fait qu'il s'effondre. Et pour rester justement dans la vérité des personnages, est-ce qu'il y a eu un gros travail de recherche, notamment vous décrivez donc l'arrivée au ministère où on l'informe que sa femme fait partie des victimes. Là, il y a aussi un souci du détail qui serait dommage s'ils étaient faux, quoi. Enfin, vous êtes renseigné, comment est-ce que vous êtes documenté sur la personnalité aussi du jeune djihadiste, hein, dont la vie est faite aussi de deuil de son frère aîné, de frustration, d'incompréhension, du problème aussi de la sexualité qui est beaucoup abordé qui est davantage abordé dans la deuxième et la troisième partie comme explication, enfin, je ne sais pas si c'est une explication possible, en tous les cas, oui, comme explication possible, cette frustration dans la religion musulmane en particulier. Bon, après, je pense que la frustration est vraiment le carburant de toutes les religions. Ça c'est clair, il faut limiter le plaisir sur terre pour que le plaisir et l'extase due à Dieu et au ciel soient plus prometteurs et plus tentants chez les religieux. On l'a constaté chez toutes les religions. Donc je ne sais pas si c'est la seule explication. En tout cas, ce qui est le plus proche de la réalité dans ce roman, c'est le parcours de Sefeddine, donc qui s'appelle Sefeddine Rezghi, en réalité j'ai juste changé son nom de famille, et qui était donc un jeune Tunisien, né à Gafour, dans une famille pas spécialement islamiste, qui a obtenu des bourses d'études, qui est devenu un ingénieur, enfin qui a été formé dans la meilleure école d'ingénieurs de Tunisie, qui était un étudiant très doué, par ailleurs passionné de breakdance, donc a priori une discipline peu compatible avec l'islamisme radical, et qui, malgré tout, vraiment dans la surprise générale, a été embrigadé, s'est radicalisé et a commis l'innommable. Une chose qui m'a frappé, je vous parlais tout à l'heure de Michel Fourniret et de son fantasme lié à sa mère. Une chose qui m'a frappé chez ce jeune, donc j'ai le même âge que lui, d'abord le fait qu'on fasse partie de la même génération et qu'il ait commis cet acte. Quelle est la différence entre nous ?
une chose qui m'a frappé, et ça pourrait ressembler à un détail romanesque, à un détail inventé par un romancier alors que c'est vrai. On reprochera toujours aux romanciers d'avoir inventé des choses qui dans la réalité ne sont pas surprenantes, mais c'est encore le réel qu'on n'attendait pas. C'est que son grand frère, quand il était enfant, est mort foudroyé. Il jouait dehors, donc en Tunisie, et voilà, la foudre lui est tombée dessus. Il jouait certainement au football, et il est mort comme ça. Et son grand frère, qu'apparemment il aimait beaucoup, ils étaient 2 garçons. À partir de là, le romancier peut imaginer ce qu'un acte aussi choquant chez un enfant peut impliquer par la suite, ou 10 ans plus tard, à moyen terme, d'un point de vue psychique, d'un point de vue moral, de se dire qui a puni mon frère, pourquoi, est-ce que c'est un signe que m'a envoyé le ciel, est-ce que ça devait me mettre sur une certaine voie. Donc, je ne sais pas si c'est totalement vrai, mais c'est forcément un traumatisme primaire qui m'a mis sur la voie. Après, il y a d'autres choses. Mais quant au rapport qu'a avec le ministère des Affaires étrangères Bernard, je me suis notamment documenté auprès d'un ami qui est un peu plus âgé que moi, un jeune énarque. Et son premier travail au ministère des Affaires étrangères, 2 mois, il faisait un stage là-bas. 2 mois après, il y avait eu, je ne sais plus où, un grave accident d'avion. Et il devait appeler les familles des victimes pour leur annoncer la nouvelle. Alors, il m'a raconté tout le protocole qui était mis en place, notamment le fait de ne pas pouvoir confirmer une mort par téléphone, de demander aux gens de se déplacer, de parler au conditionnel, d'utiliser des hypothèses. Il y a des, comme on dit, des éléments de langage qui doivent être employés. Voilà. Et évidemment, lui, ça l'avait bouleversé. C'était forcément un moment très difficile. Et voilà, ça apparaît d'une certaine manière dans le livre, c'est répercuté, oui. Alors, le temps a passé très vite en votre compagnie. Tout à l'heure, vous avez cité donc la première phrase que vous mettez en exergue du livre en disant qu'on la connaît incomplète. Mais dans le livre, il y a aussi une deuxième phrase qu'on connaît complète, mais que vous n'utilisez vous qu'incomplète. C'est le poème de Prévert. Mon Dieu, voilà. Oui, alors c'est l'épigraphe de la deuxième partie. Voilà, notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. Et puis, j'adore ce poème de Prévert. Oui. Nous resterons sur la terre qui est quelquefois si jolie. Voilà. Alors que justement, la terre que vous montrez n'est pas si jolie. C'est pour ça que vous avez fait l'ellipse en quelque sorte. Non. Je trouve que la formule de Prévert est vraiment amusante. Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. Voilà. Tout est dit. Moi, ce que j'ai dans la religion, il y a 2 choses. Il y a la liturgie et il y a la foi. J'ai toujours eu une grande estime pour la foi, au sens philosophique. Je trouve que c'est magnifique et je suis pas du tout étonné que les hommes soient parvenus à la foi. Et même, je regrette de ne pas avoir la foi. La liturgie, c'est la partie de la religion que je n'aime pas, c'est-à-dire les règles, les obligations, les restrictions. Tout ce qui transforme le clergé, tout ce qui transforme la religion en loi, et en loi supplémentaire et restrictive. Donc voilà, mais ça existait chez toutes les religions à toutes les époques. Juste pour parler, puisqu'on parle de religion, une théorie sur la société djihadiste. Peut-être vous avez vu circuler un article du New York Times qui a un peu essaimé sur les réseaux sociaux et qui disait les djihadistes ont peur de nous parce que nous sommes tout ce qu'ils... non, les djihadistes nous détestent parce que nous sommes tout ce qu'ils détestent. Les filles peuvent boire un verre de vin blanc en jupe sur une terrasse l'été, etc. Nous sommes la société qui a autorisé toutes les libertés qui, eux, leur font peur. Donc ils ont peur de notre liberté. En gros, c'était ça. Voilà, notre liberté leur fait très peur. Je pense que c'est exactement le contraire. Je pense que les djihadistes ont peur de notre restriction, ont peur de notre, je ne sais pas si on peut dire restrictivité, ont peur de notre rigueur, et pas du tout de notre liberté. Et tout à l'heure je parlais de Freud, il y a un livre qui parle finalement beaucoup du djihadisme, c'est Malaise dans la civilisation, qui explique que la civilisation est née de la restriction des instincts primaires, et au sommet duquel l'agressivité, ce que Freud appelle l'agressivité, qui est donc la violence qui s'exprimerait en chacun de nous. Alors pour lui, le surmoi est né
d'une introjection de cette agressivité en nous-mêmes. Donc, pour que la civilisation naisse, l'homme a créé un surmoi social et intime qui est devenu l'agressivité qu'il dirigeait vers les autres, qu'il a dirigé contre lui-même pour se limiter, pour protéger les autres et se protéger lui-même. Mais quand on observe la société du djihad, la société, une société où la charia est reine, de quoi s'aperçoit-on? Que en fait, c'est une société où tous les instincts et les besoins primaires s'expriment quotidiennement. Le meurtre est très courant. Donc c'est quand même le premier interdit religieux, tu ne tueras point. Donc le premier instinct primaire, c'est la première chose qu'il a semblé utile à ceux qui ont fait parler Dieu d'interdire pour créer une société, une civilisation. Donc le meurtre quotidien, la torture, monnaie courante, traitement barbare, séquestration sont légion, donc le viol, je l'ai dit. Donc les traitements physiques. Bon, évidemment, si on est un homme, hein, on ne fait pas les mêmes choses si on est une femme, mais disons pour ceux qui dominent la société. Et en fait, nous, en France, disons dans le monde occidental, si on a réussi à restreindre ces besoins primaires, eh bien, c'est grâce à des lois. C'est parce que le viol est puni par la loi, parce que le meurtre est totalement interdit, parce que la torture est interdite. Et voilà, en fait, c'est pour ça, je pense, que notre société leur fait peur, parce que c'est une société beaucoup plus restrictive. Oui, c'est ça, notre et capacité si l'Occident se déploie, c'est pas plus de liberté qui va se déployer, c'est plus de restrictions pour les besoins primaires. Bon, voilà. Notre capacité, justement, à ne pas donner lieu à nos instincts les plus primaires. Quoi. Voilà.